bonjour. Depuis la sortie de mon livre Non-lieu, en 1992 déjà, l'urbanisation du monde s'est poursuivie et amplifiée dans les pays développés, dans les pays sous-développés et dans les pays que l'on appelle aujourd'hui émergents. Les mégapoles s'étendent et aussi, tout au long des côtes, des fleuves et des voies de communication, les filaments urbains, pour reprendre l'expression du démographe Hervé Lebras, c'est-à-dire ces étendues qui, au moins en Europe où l'espace est compté, soudent les uns aux autres, attachent les uns aux autres, les unes aux autres, les grosses agglomérations, et abritent une grande partie de ses habitants et de son tissu industriel et commercial. Nous assistons ainsi à ce que l'on pourrait appeler un triple décentrement. Les grandes villes se définissent d'abord par leur capacité à importer ou à exporter les hommes, les produits, les images et les messages. Spatialement, leur importance se mesure sur la qualité et l'ampleur du réseau d'autoroutes ou de voies ferroviaires qui les rapprochent de leurs aéroports. Leur relation à l'extérieur s'inscrit dans le paysage, alors même que les centres dits historiques, sont de plus en plus un objet d'attraction pour les touristes du monde entier. Il y a donc ce décentrement de la ville dans le lieu de sa capacité économique et de son contenu démographique. Dans les demeures elles-mêmes, les maisons ou les appartements, ce sont la télévision et l'ordinateur qui occupent la place de l'antique foyer. Les hellénistes nous ont appris que dans la maison grecque classique, il y avait deux divinités, Hestia, la déesse du foyer, qui était au centre de la maison, le centre plein d'ombre, le centre féminin de la maison, et Hermès, le dieu du seuil, tourné vers l'extérieur, la lumière, Hermès protecteur des échanges et des hommes qui en avaient le monopole. Aujourd'hui, la télévision et l'ordinateur ont pris la place du foyer au centre de la demeure, et en ce sens, on peut dire que Hermès s'est substitué à Hestia. L'individu, à son tour, est en quelque sorte décentré de lui-même. Il s'équipe d'instruments qui le mettent en contact constant avec le monde extérieur le plus lointain. Les téléphones portables se perfectionnent. Ce sont aussi des appareils photographiques, des téléviseurs, des ordinateurs. L'individu peut ainsi vivre singulièrement dans un environnement intellectuel, musical ou visuel complètement indépendant de son environnement physique immédiat. Ce triple décentrement de la ville, de la demeure et de l'individu correspond à une extension sans précédent de ce que je pourrais appeler les non-lieux empiriques, c'est-à-dire des espaces de circulation, de consommation et de communication. Bien sûr, à ce point, il faut rappeler, encore une fois, qu'il n'y a pas de non-lieu dans le sens absolu du terme. Je définis comme lieu anthropologique tout espace dans lequel ou sur lequel on peut lire des inscriptions du lien social. Par exemple, lorsqu'il y a des règles de résidence strictes qui s'imposent à chacun, lorsqu'on est obligé de vivre chez son père ou chez son oncle, etc. Et
lorsqu'il y a une histoire collective qui se repère sur des monuments, par exemple des lieux de culte. Toutes ces inscriptions sont évidemment plus rares dans les espaces marqués au sceau de l'éphémère et du passage. Il n'empêche que, dans la réalité, il n'existe au sens absolu du terme ni lieu ni non-lieu. On ne peut pas faire une liste de lieux définitifs et une liste de non-lieux définitifs. Le couple lieu-non-lieu est plutôt un instrument de mesure du degré de socialité et de symbolisation d'un espace donné. Bien évidemment, des lieux de rencontre et d'échange peuvent se constituer dans ce qui, pour d'autres, reste plutôt un non-lieu. Ce constat n'est pas contradictoire avec celui de l'extension sans précédent, elle non plus, des espaces de circulation, de consommation et de communication qui correspond au phénomène que nous désignons plus volontiers aujourd'hui sous le terme de globalisation. Cette extension a des conséquences anthropologiques importantes, car l'identité individuelle et collective se construit toujours en négociation avec l'altérité. Il n'y a pas de solitude absolue, et s'il n'y a que la collectivité, c'est le totalitarisme et ça n'est pas vivable pour les individus. C'est donc dorénavant l'ensemble du champ planétaire qui s'ouvre simultanément à l'investigation de l'anthropologie des mondes contemporains. Nous assistons ainsi à une nouvelle mise en contexte de toutes les activités humaines. La globalisation, c'est aussi l'urbanisation du monde. Mais l'urbanisation du monde, c'est aussi une transformation de la ville qui s'ouvre à de nouveaux horizons. Ce phénomène inédit peut nous inviter à revenir sur un certain nombre de notions. La dimension politique de la globalisation avait été mise en évidence, soulignée fortement par Paul Virilio dans plusieurs ouvrages, et notamment dans celui qui s'appelle La bombe informatique, qui est de 1998. Il y analysait la stratégie du Pentagone américain et sa conception de l'opposition entre global et local. Le global, disait-il, c'est le système considéré en quelque sorte du point de vue du système, c'est-à-dire c'est l'intérieur. Et toujours de ce point de vue, le local devient l'extérieur. Dans le monde global, le global s'oppose au local comme l'intérieur à l'extérieur. Le local a donc, par définition, une existence instable. Ou bien il est une simple réduplication, une simple copie du global. On parle d'ailleurs parfois de glocal, pour faire un jeu de mots. Et la notion de frontière s'efface, en effet. Ou bien le local perturbe le système. Et il est éventuellement justiciable, en termes politiques, de l'exercice du droit d'ingérence. Lorsque Fukuyama évoque la fin de l'histoire, cette expression célèbre, pour souligner que l'association entre démocratie représentative et économie de marché, économie libérale, est intellectuellement indépassable, il introduit du même coup une opposition entre système et histoire qui reproduit celle du global et du local. Dans le monde global, l'histoire au sens d'une contestation du système ne peut venir que de l'extérieur de ce système, c'est-à-dire du local. L'idéologie du monde global suppose l'effacement des frontières et des contestations.